Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes très heureux d'être là pour les 10 ans d'European Lab. Je pense qu'on est dans une espèce de continuité. On prend part au débat, puisque c'est un peu de ça dont il est question. On va parler de quoi? Est-ce que c'est possible d'être afrodescendant et totalement européen également, cette double identité ou cette double culture, est-ce qu'on peut la revendiquer? Est-ce qu'on peut décider non, je ne choisis pas d'être d'ascendance africaine ou je suis européen et je ne suis pas ascendance africaine? Bien, de toutes les façons, c'est un tout petit peu de cela dont on va parler. Alors, j'ai peut-être... moi, je viens d'Afrique. Je n'ai jamais eu l'occasion ou le besoin de m'interroger sur mon état de noir, puisque je n'ai jamais vécu en situation de minorité. Mais apparemment, c'est pas le cas quand on vit en Europe. Et c'est donc de cela dont on va parler aujourd'hui avec nos différents invités. Je vais commencer par vous, Wilfred Sondé. Alors, s'il fallait vous... je relève ce que moi j'ai vu sur Internet. Musicien, auteur de chansons, écrivain, multiprimé. Il faut que j'ajoute autre chose à cela ou ça vous va tout à fait bien? Ça me va, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, votre dernier roman, comment il s'intitule? Un océan, deux mers, trois continents. Je n'ai pas lu le roman, mais c'est votre personnage principal, si je m'abuse, c'est un prêtre africain, et ça se passe pendant l'esclavage. Pourquoi, comment? Oui, voilà, oui, c'est un roman qui retrace la trajectoire du premier ambassadeur africain au Vatican. Donc c'est basé sur une histoire vraie. Donc ça se passe au XVIIe, entre 1604 et 1608. Il faut savoir que c'était une initiative du pape, une volonté du pape qui voulait qu'il y ait un représentant de l'Église catholique du royaume du Congo qui a été christianisé dès la fin du XVIe siècle. Alors c'est un personnage par rapport à notre débat qui m'a beaucoup intéressé parce qu'il est monté dans son chemin du Congo vers Rome. Il est monté sur un bateau qui transportait des hommes, des femmes mis en esclavage qui allaient être vendus au Brésil. Mais ce qui m'a tout de suite frappé, c'est que lui, comme il était l'ambassadeur, il n'était pas à fond de cale. Il était au-dessus. Voilà. Et donc on peut considérer que sur ce bateau-là, il n'y avait pas des noirs, des blancs, il y avait des gens mis en esclavage, des matelots, des officiers, un capitaine et un ambassadeur. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, je pense, quand on s'intéresse un peu de plus près à la traite transatlantique, on peut considérer que le concept de noir est venu très tard. Il est venu à la fin du XVIIIe siècle. Très bien. Donc j'aborde la traite transatlantique sans évoquer la couleur de peau. Je pense qu'il n'y a qu'en littérature qu'on peut faire une chose pareille. Très bien. Alors, je vais passer à vous, Kiemis. Vous êtes autrice, poétesse, conférencière. Vous organisez des ateliers d'écriture. C'est quelque chose qui vous passionne. Tout à fait. J'aime beaucoup organiser des ateliers d'écriture sur les sujets qui me passionnent. Notamment les questions d'afroféminisme, mais aussi les questions de rapport au corps. Permettez que je vous coupe. Ah oui. Quand on est féministe, déferlement de haine, elle a besoin de quelqu'un dans sa vie, tout ce qu'on dit des féministes. Afro-féministe, ça fait une double casquette, c'est pas lourd? Alors, je ne sais pas si c'est lourd, hein, je suis une femme noire, donc je pense que les idéaux afroféministes, c'est quand même des idéaux d'émancipation, de liberté, et oui, voilà, de joie finalement, et de plus de justice sociale. Et dans cette mesure-là, oui, ça fait beaucoup de colère, mais ça fait beaucoup d'espoir aussi, et beaucoup de force, même si bon, c'est un concept qu'il faut questionner, mais et donc du coup, oui, c'est lourd, mais en fait, c'est pas l'afroféminisme qui est lourd, c'est le racisme, le sexisme et la question des injustices sociales, en fait. C'est ça qui est lourd, oui, plus que l'afroféminisme. D'accord, très bien. Et vous, Marie-Julie Chaloux, vous êtes auteure, comédienne, et vous portez un projet, Afropéa, où c'est une plateforme où les identités, les créativités afropéennes s'expriment, vous dites. Oui. Alors,
Aujourd'hui, justement, on parle de ces des récits afropéens, une autre histoire de l'Europe. Ce serait quand même bien qu'on soit tous au même niveau d'information, savoir afropéen, en quelques mots. Oui. Moi, en tout j'ai découvert le mot afropéen et afropéa dans le livre Habiter la frontière de Léonora Miano, qui est une écrivaine camerounaise qui a vécu en France pendant quelques années. Et comment elle a décrit ce mot-là, moi, c'est ce qui... Parce qu'en fait, les afropéens sont les personnes afrodescendantes nées en Europe et qui vivent en Europe. Et donc c'est ma situation en fait en tant qu'afro-caribéenne née à Paris, voilà. Et donc c'était un mot qui m'a apaisée la première fois que je l'ai lu, parce que pour la première fois je pouvais dire ma situation politique, culturelle de manière apaisée, et pas à devoir choisir entre la Martinique, la France, Paris, parce que tout ça me constitue. Et tout ça me constitue parce que la France a une histoire esclavagiste et coloniale, et ce qui fait que c'est pour ça que je suis née aussi en France. Et très vite, j'ai voulu documenter ce mot, trouver en fait d'autres histoires afropéennes, d'autres histoires qui peuvent m'inspirer, voilà. Et j'ai voulu créer cette plateforme qui est un site internet où j'interroge des gens, il y a des rencontres, il y a des analyses aussi, il y a des... voilà. Et voilà en gros. D'accord, merci. Alors, est-ce que dans Afropéen, c'est une espèce de revendication, le besoin de changer le regard de ceux qui vous ramènent tout le temps à vos origines ou à vos racines? Je ne sais pas si c'est une revendication, je ne pense pas. Je pense que c'est avant tout un mot qui ne me définit pas non plus entièrement, mais c'est un mot qui permet d'ancrer aussi nos présences ici. Pourquoi nos présences sont en Europe. C'est une manière d'affronter les questions coloniales et les questions de couleur de peau. Je ne vais pas dire questions raciales, parce que c'est des questions raciales, mais bon, on va en débattre, mais c'est très, 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 très épineux en France de parler de ça. Mais c'est une manière en fait d'ancrer ces questions-là en France et en Europe en général, parce que on se rapporte toujours aux États-Unis, mais il y a une histoire coloniale et raciale en Europe, et les Afropéens sont un fruit de ça en fait. Voilà. Wilfried, comment Afropéen ça résonne auprès de vous? Bon, alors c'est un concept que je connais mal, hein, donc je le dis d'emblée. Ensuite, voilà, selon la définition de Marie-Julie, je suis un Afropéen, je ne le savais pas, mais j'apprends. Alors, en vérité, c'est un concept que j'aime bien dans un sens, parce que, voilà, compte tenu de l'histoire malheureuse des Européens et des Africains, il y a une vraie quête, enfin, je salue la quête de trouver des mots toujours plus justes. Mais je regrette quand même que dans ce terme-là d'Afropéen, je trouve qu'on est encore dans une espèce de séparation entre les Africains et les Européens. Je suis né au Congo, que j'ai quitté à l'âge de 4 ans. J'ai grandi en Île-de-France. J'ai vécu en Allemagne longtemps. Maintenant, je suis à Lyon. Et je ne me vis pas comme une espèce de zèbre. Voilà, je suis pas une moitié. Voilà, voilà. Et aussi, bon, je pense qu'il est préférable de s'éloigner toujours plus des identités qui se baseraient sur l'appartenance continentale ou sur l'appartenance de phénotypes, parce que si le mot racisme n'est pas juste, il n'y a pas de race, il n'y a que des phénotypes dans l'humanité. Voilà. Donc je comprends la démarche, mais je pense que je pense qu'il faut faire attention quand on veut se sortir de stéréotypes, de les recréer d'une certaine manière. Marie, justement, il estime qu'il faut se revendiquer universaliste. Alors, j'ai perdu le fil, mais mais non, oui, voilà. Pour moi, c'est pas une question de mélange ou de zèbre,
il y a une fusion en fait. C'est une manière en fait de pas décider. En même temps, ça dit l'instabilité dans laquelle je suis, l'instabilité politique et notamment parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est que en tant qu'Afropéen et de manière générale des personnes noires qui sont nées dans des pays occidentaux, en même temps on bénéficie d'un système d'un système occidental qui nous permet d'avoir des papiers occidentaux qui nous permettent de voyager à peu près partout dans le monde, même si on peut subir le délit de faciès. Et en même temps, ce système, il est basé sur le fait que les terres de nos parents, de nos familles sont encore occupées par ce système colonial qui fait qu'on est né ici et que nos parents sont venus ici. Ou que, voilà, en fait, on bénéficie d'un système, mais qui, en même temps, continue à nous opprimer et oppresser nos familles et nous oppresser aussi au sein des sociétés dans lesquelles on vit, qui sont des sociétés européennes et occidentales. Donc il y a un paradoxe comme ça, et je pense que ce mot-là... Ikeyemi, vous vous situez où par rapport à ce débat? Alors, je trouve que c'est intéressant. Je pense que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée sur le mot afropéen. Déjà, la première chose que j'aime à dire, c'est qu'afropéen, ça me plaît parce que comment dire, c'est déjà l'expression de notre créativité. Pour commencer, c'est un mot qui nous est qu'on n'a pas forcément à se réapproprier, même si il m'arrive d'utiliser le mot noir et de croire aussi à la réappropriation des insultes. Mais afropéen, de ce que j'en connais, c'est un mot que nous on invente. C'est nous qui pouvons finalement faire cette définition. Donc ce mot vient d'en bas finalement. En tout cas, de ce que j'en sais, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, il y a les études afropéennes, etc. Mais c'est un mot qui, parce qu'il vient de nous, est changeant. Chez moi, le mot afropéen, il vient répondre à une impression, et je pense que c'est pas juste une impression, d'une volonté de dissolution. On attend beaucoup des personnes qui sont nées dans les population européenne, dans les sociétés européennes, de se dissoudre, de se défaire finalement des liens émotionnels, culturels, en termes d'héritage des pays d'Afrique, de nos parents en plus en général. Et ce mot, il me permet de réaffirmer ça, de dire bon bah oui, je suis pas africaine parce que je suis pas née, j'ai pas grandi en Afrique. Parce qu'encore une fois, hein, je pense que c'est aussi une question de construction où on se construit. Moi, je me suis construit ici, et en même temps, j'ai pas envie de me dissoudre en fait dans des sociétés européennes parce que c'est pas la réalité. Et je veux aussi dire que la construction des identités, c'est pas quelque chose qui est propre aux Afropéens. C'est quelque chose qui est déjà, la construction de l'identité européenne, c'est un truc qui est totalement artificiel. Faut pas oublier que jusqu'à les années 50, c'est la guerre en Europe. Donc il y a une volonté de construire ça. Et au sein de ça, je pense que c'est important aussi de dire, en fait, nous aussi, on est là. Et en fait, j'ai pas envie de choisir. En fait, j'ai pas envie de me dissoudre ou de me disloquer. Et je pense que le mot afropéen, il permet de ne pas se disloquer. Vous vous définissez quand je me balade un peu sur ce qui est écrit. De vous, on dit je suis une afropéenne qui fait du bruit. Concrètement, comment ça se manifeste? Déjà je parle fort, donc déjà ça n'aide pas. Et puis je pense que la question de faire du bruit, c'est aussi de réclamer le droit à concevoir des contextes, des concepts, réfléchir sur sa propre situation, ne pas attendre que finalement des définitions et des descriptions viennent du haut, parce que afropéenne c'est bien, mais finalement il y a tellement de définitions qu'on nous renvoie qui veulent pas forcément dire quelque chose. Issu de la diversité, ça veut dire quoi? Je sais pas. Issu de immigrés de la 6e, 15e génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc du coup, dans Afropéen, c'est vrai que pour moi, il y a un peu une récupération de nos choix de définition. Après,
toutes les personnes qui grandissent ici ne sont... Enfin, le mot afropéen, je veux dire, il est objet à polémique et à critique, et je pense que c'est très bien parce qu'on est noir, et en Europe, qu'on pense tous la même chose. Ça a le mérite de mettre cette problématique à la lumière des médias, ou je ne sais pas. Tout à fait. Puis il y a un truc aussi que j'ai envie de rajouter, et je pense que c'est quelque chose qui est très spécifique enfin, il me semble en tout cas que c'est spécifique à la France, mais peut-être que des personnes noires qui vivent en Hollande ou en Espagne diront la même chose. Je trouve quand on parle des combats antiracistes, notamment, et de la question des personnes noires qui luttent pour leur dignité et pour le respect, et voilà. En fait, on se rapporte beaucoup aux États-Unis. Et finalement, c'est quelque chose qui est très construit de se rapprocher des États-Unis, alors que, il faut le rappeler, les deux empires coloniaux, c'est quand même la France et l'Angleterre. Afropéen, ça permet ça aussi. Le Portugal aussi. Et le Portugal, tout à fait. Je trouve que le terme afropéen, ça permet ça. Et finalement, quelque part, ça réalise aussi beaucoup le rêve européen de se construire au-delà des États-nations, puisque on peut se rapprocher en tout cas, moi, dans ma construction d'afropéenne, ça a été aussi un travail d'aller voir en fait ce qui se passe en Angleterre, de ce qui se passe en Espagne, de ce qui se passe en Allemagne, et qu'est-ce qui nous rapproche aussi, qu'est-ce qui nous lie. Et si ça, c'est pas l'utopie Est-ce que fondamentalement, européenne, il y a une différence dans la façon dont les Africains d'ascendance subsaharienne sont traités ici, en Espagne? Il y a une différence entre la façon dont ils sont traités? Alors, je pense que je ne m'y connais pas assez pour dire quelles sont les différences. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du racisme en Espagne. Je pense que je vais plus me prononcer sur l'Angleterre, puisque c'est quelque chose que je connais un tout petit peu plus. Il y a des mouvements panafricains en Angleterre pendant tout le XXe siècle. Où est-ce qu'on a appris ça à l'école? On nous parle de Martin Luther King, et paix à son âme, j'ai beaucoup de respect pour évidemment, comme tout le monde, enfin j'espère, pour le travail de Martin Luther King. Mais pourquoi on ne nous parle pas en fait des figures anglaises qui sont quand même plus proches finalement? Et d'ailleurs, il y a eu des contacts entre les écrivains et les activistes anglais et français pendant toute la première partie du XXe siècle. Pourquoi on ne nous parle pas de ça? C'est ça que permet à l'afro, enfin en tout cas selon moi, c'est en allant chercher un peu, en allant faire un peu des recherches sur la question de ce que c'est qu'être afropéenne, ça m'ouvre aussi des portes que finalement on m'aurait jamais ouvert. Je pense aussi, par exemple, moi je suis poétesse, je pense au travail de Maya Yim, qui est donc une poétesse allemande, qui m'a fait découvrir tout un pan de l'histoire des féminismes noirs allemands. Qui connaît ça? L'Allemagne, c'est juste à côté. Enfin, je veux dire, qui connaît ça? Et ça, c'est aussi ça que permet le terme, je pense. Très bien. Ce que permet la perspective afropéenne. C'est le titre aussi d'un album d'un groupe de hip-hop anglais, Kashku, qui a sorti en 1995, From an Afropean Perspective, à partir d'une perspective afropéenne. Et aussi, le mot afropéen, il a été créé par des artistes avant tout. En tout cas, c'est ce qui revient souvent dans les écrits, c'est que ça a été créé par Zap Mama, le groupe Zap Mama, qui a été personnifié par Marie Dawn, qui est une chanteuse compositrice, et qui a créé le mot pour définir sa musique. Et c'est intéressant parce qu'on le retrouve aussi chez les Nubians aussi, dans les années 90, pareil. On le retrouve aussi donc dans ce groupe de hip-hop anglais, qui parle et de cette perspective afropéenne-là, comme dit Kiemi, ça nous permet d'avoir en fait des histoires qui se rapprochent plus de notre contexte français, des histoires afro-belges, afro-britanniques, afro-espagnoles, afro-néerlandaises. Et ça permet aussi de voir cette perspective afropéenne-là, comment chaque pays aussi européen deal avec son histoire coloniale et esclavagiste, et comment chaque pays a un procédé de déni assez différent, proche, mais très différent. Par exemple, les Pays-Bas se sont construits comme un pays accueillant et ouvert. Et il y a cette universitaire afro-néerlandaise, Gloria Wekker, qui a écrit un livre sur la white innocence, l'innocence blanche, et comment elle dit, elle théorise ça en disant que l'innocence blanche des Pays-Bas permet, il y a le Pays-Bas aussi entre ce déni
de la question raciale et tout en produisant une violence aussi coloniale, raciale. Et cette innocence blanche protège aussi le privilège blanc en fait sur ces questions-là. Donc voilà, c'est comment en fait aussi. Voilà, c'est intéressant. Oui, Marie-Julie, les identités et créativités afro-européennes qui sont souvent mises en valeur, ça tourne en général autour de la culture. Oui. Mais des success stories existent bien dans d'autres domaines, recherche, médecine, économie, mais pas vraiment visibles. Pourquoi? Comment les faire émerger finalement? Les histoires afro-européennes au-delà du sphère culture. Oui. Ouais. Ben ça c'est encore un champ de recherche à faire, oui, c'est sûr. C'est vrai que moi peut-être je m'intéresse plus à l'aspect culturel parce que je suis moi-même artiste et pour moi Afropéa c'est avant tout une source d'imagination, une source d'utopie, justement une source voilà pour respirer en fait. C'est avant tout ça pour moi et donc comme elle disait qui est mise. Et en plus, c'est pas pour rien que ça a été créé par des artistes aussi. Donc voilà, et puis voilà, pour répondre. Oui. Donc, Wilfried, comment faire émerger justement dans l'espace public d'autres types de success stories qu'en culture? Très bonne question. Voilà, bon, je ne sais pas, je dirais banalement. Je précise que les médias sont souvent mis au banc des accusés. On estime que les médias n'en font pas assez ou les médias traditionnels n'en font pas assez. Les nouveaux médias, c'est sûr que ça aide parce qu'on découvre beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Donc, mais il y a une réalité, les médias traditionnels, il y a beaucoup de gens qui regardent encore les médias traditionnels. Voilà. En ce qui me concerne, je n'ai pas de problème d'accès aux médias, qu'ils soient français, allemands ou autres. Donc voilà, donc ce serait pas honnête de ma part de dire que c'est compliqué, qu'il y a un gros problème. Voilà. Ensuite, alors, peut-être, hein, donc là, je navigue en eau trouble. Peut-être que il faudrait que les productions aussi soient à la hauteur, soient de qualité, et peut-être qu'elles soient soutenues aussi par ceux à qui ça s'adresse. Alors, je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà, c'est que je pense que, pour ce qui est de la littérature, c'est un milieu dans lequel j'évolue depuis 15 ans, que ce soit en France ou en Allemagne. Même les éditeurs sont très demandeurs de textes. Voilà. Et les éditeurs ne se préoccupent pas tant de qui les produit. Leur problème, c'est de les vendre. Alors, je pense qu'il y a deux choses que j'ai envie de dire. Je vais d'abord répondre à Wilfried. Je comprends. Enfin, je crois que c'est vrai que j'ai souvent entendu cette question de, oui, on voudrait une Rupi Kaur, une Amanda Gorman récemment, la jeune poétesse, ou avant c'était une Chimamanda Ngozi Adichie, mais on n'en trouve pas. Moi, ce que j'aimerais dire d'abord, c'est que je crois, pour qu'il y ait des Chimamanda Adichie, Ngozi Adichie, il va falloir accepter qu'il va y avoir des gens qui vont pas être des Chimamanda Ngozi Adichie et qu'il va y avoir des gens qui sont moyens. Parce que la réalité, c'est que on exige parfois de gens qui sont afro-européens un niveau d'excellence qu'on n'exige pas du tout d'autres auteurs. C'est pas pour critiquer d'autres auteurs, mais je suis désolée. Tout ce qui sort en librairie, on sort des. Je suis désolée, je vais le dire. On sort des Éric Zemmour et on dit pas. Le critère de qualité qui est demandé à des auteurs et des autrices afrodescendants est parfois infiniment plus important que demandé à d'autres. Et donc, je pense que effectivement, si on attend qu'il y ait tout le temps des Chimamanda Ngozi Adichie, c'est sûr que ça va pas sortir tous les 4 matins. Et je trouve que c'est injuste. La deuxième chose que j'aimerais dire sur les médias, c'est que c'est vrai que je prends quand même l'exemple de Wilfried. C'est vrai que moi aussi, je peux être invitée dans les médias, donc j'imagine que depuis 5 ans, il y a quelque chose qui bouge, qui change. On va pas se mentir. Ensuite, je pense que quelque chose qui change aussi, c'est que grâce à Internet, ou grâce ou à cause, je sais pas, des voix marginales, en tout cas, mon impression, c'est de penser qu'il y a il existe des espaces où les créations des personnes noires, parce que les personnes noires qui ont été en Europe ont toujours créé. C'est juste qu'elles n'avaient pas forcément les mêmes canaux qu'on a maintenant. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que des créations qui pouvaient rester marginales, faute d'accès, etc.,
vont être plus mises en valeur. Je pense à des podcasts, par exemple en France, on a vraiment pléthore de podcasts qui sont créés par des afrodescendants. Je peux citer Piment, je peux citer Le Chip, par exemple, qui a été sur Arte, qui a The Why. The Why. Mais vraiment, il y en a. J'ai pas le nom, mais si je cherche 5 minutes, je pourrais en trouver au moins 10. Donc, et en fait, finalement, et je pense qu'il y a aussi peut-être une curiosité de personnes qui sont moins installées, personnes parfois blanches, plus jeunes, qui vont aller voir parce qu'elles se disent « Ah tiens, ça fait le buzz ». Pourquoi pas leur laisser une chance? Et ça, c'est quelque chose que je pense nos parents et nos grands-parents et nos grands-mères et nos tantes qui ont créé des zines, qui ont créé des petites revues, qui ont créé des films dans des espaces marginaux, ils n'avaient pas forcément accès à ça. Et ça, je trouve que finalement, c'est très réjouissant. Et en même temps, parfois, j'ai envie de me dire, waouh, ces gens, ils font des choses avec 3 francs 6 sous. Parfois, c'est du bricolage, parfois, c'est très, très bien. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire si, justement, il y avait une meilleure répartition du capital social qui peut exister dans la culture? Parce que quand je vois des gens qui font des choses, tu te dis, ah ouais, franchement, elles ont ce niveau-là et elles ont rien, ou elles ont leur casque. Je me dis, mais qu'est-ce que ce serait si on laissait plus cette chance-là? Et un truc que j'ai aussi envie de dire en tant que poétesse, en tant qu'artiste, je sais pas si je peux dire artiste, enfin bon, en tant que quelqu'un qui crée, j'aimerais bien, comme je disais tout à l'heure, qu'on nous laisse le droit d'échouer. Qu'on nous laisse le droit de faire des bides. Parce que parfois, il y a aussi un truc de se dire, si on fait un bid, on a peur que la personne qui détient le capital se dise « Ah bah c'est bon, alors là j'ai essayé une noire, elle a foiré, donc c'est terminé. » Une stigmatisation qui va suivre. Ouais. Et je pense que même en termes de... Pour créer, franchement, quelle pression c'est, enfin, franchement, de se dire que bon, pour créer... Enfin, j'ai envie de dire quand même que c'est pas spécifique à la couleur de peau. Je veux dire, dans l'édition, quand tu fais un bid... que ta peau soit noire, bleue, blanche, pour le prochain livre, ça va être dur. Voilà, c'est la loi du... Je comprends ce que tu dis, et en même temps, j'ai envie de te dire qu'il y a des gens qui ont fait des trucs nuls, et on leur a redonné des places. Et ça, c'est juste la réalité. Franchement, honnêtement, pour pas citer un auteur, il a mis une couverture, c'est un smiley, un emoji. Oui, Quelle personne noire peut mettre un smiley en couverture et aller dans tous les médias? Non, mais enfin bon, je ne citerai pas de nom, mais je connais, nous connaissons. Si tu t'intéresses à la littérature, tu vois, il y en a qui écrivent des choses pas terribles, mais qui sont publiées quand même. Enfin, tu vois, je pense pas que, je suis prudent, mais je pense pas qu'il faille voir partout des raisons de discrimination. Au faciès, dans les arts, en tout cas en littérature. Mais quand même, il y a une... comment des fois, comment on traite les littératures, quand on parle de littérature de banlieue, littérature périphérique, comment on utilise tout un sorte de vocabulaire pour décrire, en fait, souvent des productions faites par des autrices, auteurs, noirs ou arabes, et on crée des... Et tout ça, en fait, pour moi, ça fait partie du racisme, en fait, tout simplement, d'un système raciste, en fait. Et c'est pas de dire que tout est... En fait, c'est mettre souligner, en fait, cette systématisation-là de l'altérité, en fait. Pour certains ne sont... Il n'y a que certains qui sont de l'altérité. Et le champ littéraire et l'industrie littéraire, c'est comme toute autre industrie capitaliste, elle est traversée par ces questions-là, donc nécessairement. Après, ça veut, enfin, comment dire, je pense pas que de dire ça veut dire en tout temps, à chaque fois, chaque décision, c'est forcément du racisme. C'est pas dire ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Par contre, enfin, c'est ce que tu viens de dire, Marie-Julie. Faire comme si ça, c'était pas une possibilité très forte. On est d'accord. Est-ce que je peux vous lire un poème de Kiemis? Oula. Bon, on parle de littérature et de... Donc, je vais vous lire Âme afropéenne.
assimilation, dissolution. Dans mon âme retentit une explosion. Un cri fissure l'étau. Ma peau scande le mot afro. Nos bouches chantent les gloires de nos aïeux pour laver tous ces esprits creux. À ces êtres inconsciemment empoisonnés. Nos âmes qui veulent se décoloniser sont avides d'un air purifié, plein d'une vérité dépouillée. Au placard, suppliques et demandes implorées, Mof Bindeh, aux autres d'adapter leur regard embrumé à l'humanité complexe et flamboyante d'une affirmée et fière diasporante, afrodescendante, afropéenne, afroféministe, afro. Ce poème, il fait résonner beaucoup de choses auprès de vous, Marie-Julie? Oui, ça m'a beaucoup aussi aidé, les écrits de Kémis, comme les écrits de Leonora Miano, comme aussi le théâtre d'Eva Doumbia, qui a créé le spectacle afropéen à partir des écrits de Leonora Miano. En fait, c'est une manière de se dire, en fait, enfin, et d'ancrer, en fait, nos vécus dans ce contexte français. Parce que longtemps, moi, mes références ont été soit afro-états-uniennes, parce que c'est vraiment, ça a été longtemps les États-Unis, parce que c'est les seules productions culturelles dans lesquelles je pouvais me reconnaître, ou dans lesquelles je pouvais trouver des réponses ou des voilà. Et là, je trouve que voilà, avec Kiemis, avec Eva Doumbia, il y a enfin une manière en fait de se dire au monde, et depuis le contexte français, depuis le contexte européen, depuis un contexte afropéen. Et c'est nécessaire, et voilà ça. Depuis tout à l'heure, là, vous parlez, on a beaucoup parlé des États-Unis. On va s'attarder quelques minutes sur Black Lives Matter. Comment Black Lives Matter résonne avec Afropéa? Est-ce que c'est une opportunité c'est-à-dire que de pousser encore plus le terme afropéen ou afropéanité? C'est une opportunité ou c'est... Moi, je suis frustrée. Je suis frustrée parce qu'en fait... Enfin... Frustrée, non. Enfin, comment dire ça? Je pense qu'il faut commencer de base de dire c'est des mouvements de droits civiques qui sont extrêmement inspirants, extrêmement riches. Voilà, Black Lives Matter, c'est vraiment dans la continuité, dans la filiation des mouvements des droits civiques qui ont été construits et par les Afro-Américains, les Caribéens américains, etc. Donc voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui vous embête? Ce qui m'embête, c'est que on a nos propres histoires, en fait. C'est ça qui m'embête. Et bien sûr qu'en France, ça a résonné, mais je pense que je pense que c'est important de questionner le pourquoi ça résonne plus chez nous. Et là, je dis vraiment chez nous parce que, pareil, je rejoins vraiment Marie-Julie dans mon expérience de la consommation et l'implication dans les cultures noires américaines, au détriment d'artistes africains, au détriment d'artistes et d'auteurs caribéens, par exemple, et afro-européens, du coup. Et du coup, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui fait que tout de suite, c'est la centralité? Parce que, je sais pourquoi. Parce que, je veux dire, il y a plus de Noirs au Brésil, par exemple. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à questionner un petit peu. Parce que... Wilfred? Oui, il y a presque que du bon dans Black Lives, mais on dit Lives ce matin? Black Lives Matter. Pardon, mon anglais n'est pas terrible. Donc, dans Black Lives Matter, il y a beaucoup de bon, parce que voilà, c'est un mouvement comme ça, mondial, et qui est né en réaction à une injustice. Donc, c'est quelque chose de fondamentalement positif, mais j'aimerais dire deux choses. Ma femme est normande, sa vie importe aussi. Voilà, sa couleur, elle n'est pas noire de peau, mais sa vie importe aussi. Il ne faut pas l'oublier.
Et la deuxième chose, on avait écrit avec Eleonora Mano en réaction à l'agression de Théo en banlieue nord. On a écrit un recueil de textes, Marianne et le garçon noir. Et quand on a présenté le livre, c'était important pour moi, en préambule, de préciser que n'oublions pas que la couleur de peau n'est pas signifiante. Voilà. Même si beaucoup de gens le pensent, ils se trompent. Et donc, ne nous trompons pas. La couleur de peau, pour les êtres humains, n'est pas du tout signifiante. Nous sommes beaucoup plus que ça. Nous sommes beaucoup plus complexes et beaucoup plus riches que ça. Et j'ai peur, parfois, que dans des slogans comme ça, Black Lives, on dit ? Matters. Black Lives Matters. Et voilà, c'est important que l'on prenne garde à ça. Moi, je trouve que c'est important parce que on parle d'un contexte particulier, le contexte occidental raciste, en fait. Et dire Black Lives Matter, c'est parce que des personnes noires, beaucoup de personnes noires sont tuées dans les mains de la police parce qu'il y a un racisme systémique. Et dans le contexte français, on peut parler de la vérité pour Adama. Et en fait, on a aussi nos histoires aussi ancrées sur le sol français. Et c'est important, en fait, dans le contexte dans lequel on vit, de dire Black Lives Matter. Parce qu'elle ne compte pas, justement. Et donc, pour moi, c'est une justice sociale de le dire. C'est pas dire que une telle personne qui serait pas noire, sa vie ne vaut pas aussi. Ça veut dire que les vies noires vaut autant que les autres. C'est ça. Et pour moi, il y a un principe tout simplement de justice sociale. Et ce retournement-là, sans cesse, de ce principe humaniste, c'est ça qui me pose question, en fait. C'est que quand les choses se rapportent aux personnes noires, à chaque fois, il y a cette suspicion de la division ou de la... Et pour moi, c'est lié encore au système raciste aussi, encore. Enfin, comment dire pardon, moi qui, pour mes activités, vais beaucoup en Afrique, que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, je pense aussi qu'il y a une urgence de dire sur le continent que la vie des êtres humains est importante. Alors, c'est pas très politiquement correct ce que je vais dire, mais je pense que c'est plus urgent de rappeler ça sur le continent africain qu'aux États-Unis. Je pense que c'est le contexte, en fait. Je pense que pour un jeune noir américain qui a des chances de se faire plus tuer par la police, qui a 13-14 ans, il parle de sa vie. Donc je comprends pourquoi on dit ça, mais en même temps je me dis moi je m'attends, enfin comment dire, je pense qu'il y a des gens qui le disent en Afrique, qui disent que la vie des gens compte et que dans beaucoup de contextes on considère qu'elle compte pas et que ces personnes-là méritent la lumière. Par contre, je pense pas que ces personnes aient besoin d'Américains pour le dire. Et les Américains parlent de leur vécu américain. Après, s'ils ont une conscience diasporique, tant mieux. Mais je pense que c'est injuste. Enfin, c'est un peu injuste de dire à quelqu'un, bon, oui, c'est la crise parce qu'il y a des Noirs qui sont dans des situations pour le fait du racisme et d'autres. Je dis pas mais, je dis et d'autres facteurs, et que du coup c'est un peu injuste de lui dire non mais bon d'accord, oui c'est compliqué pour toi, mais en Afrique c'est pire. Et aussi ce que j'ai aussi envie de dire, c'est qu'est-ce qui est si menaçant dans le côté de dire j'ai du mal à comprendre le réflexe de dire comme vous affirmez votre beauté, ça c'est voilà, ou comme si vous affirmez votre fierté, vous affirmez juste le fait d'appartenir à l'humanité. Ça veut dire que d'autres personnes qui sont pas comme vous, elles ont peur. Enfin, est-ce qu'elles ont peur d'être comme nous? Est-ce qu'elles ont peur d'être poussées hors de l'humanité comme on est, poussées. En tout cas, il y a des tentatives de pousser les personnes noires hors de l'humanité comme
Enfin, est-ce qu'elles ont peur d'être dans cette situation ? J'ai envie de rebondir. Depuis quelques années, on parle de ces crispations identitaires. Ça vous effraie ? Enfin, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est vous avez peur de vivre comme les Noirs ? Mais regardez, on a survécu. Enfin, donc, ça te suit pas là, je comprends pas bien ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai constaté à plusieurs reprises, quand il y a eu ce débat Black Lives Matter, des gens qui disaient il ne faut pas dire Black Lives Matter, il faut dire All Lives Matter. Malheureusement, la réalité, c'est qu'on est dans un monde où, non, toutes les vies des personnes, les vies des personnes ne sont pas à égalité. C'est juste un fait. Et ensuite, on a un slogan qui dit dans la mesure où on est dans un monde où toutes les vies des personnes ne sont pas à égalité sur certains aspects, et notamment sur la question ce qu'on peut appeler la race, entre guillemets, c'est ça, on pourrait faire un autre débat sur la race, bon, enfin bref. Donc du coup, on rappelle ça. Et parfois, j'ai vraiment l'impression qu'il y a presque comme si le contexte, il disparaissait. Et qu'on était dans une situation abstraite, où toutes les vies des gens comptaient, de manière égalitaire. Mais c'est ce que je veux, moi, c'est ce que je souhaite. Moi, je souhaite qu'on soit dans un monde où on n'a plus besoin de dire Black Lives Matter. Black Lives Matter, c'est un aveu d'échec de l'universalisme. Et de nous tous, en fait. De collectivement d'une société. Voilà. Enfin, c'est un aveu d'échec. Mais je sais que ça gêne, mais pour soigner, un médecin, il a besoin de diagnostiquer. Et c'est ça le diagnostic. Après, et je pense, et un autre truc que j'ai aussi envie de dire, c'est que souvent on demande aux personnes qui vivent ces expériences-là de trouver le diagnostic et en même temps de donner des solutions. Mais en fait, les solutions, elles doivent être collectives. C'est pas juste les personnes noires qui doivent donner des solutions. Et qui doivent donner des solutions qui sont absolument parfaites. Il faut absolument pas essentialiser, même si on est dans un monde qui nous essentialise souvent quand même. Il faut absolument... Mais quelle pression sur nos épaules! Vous estimez donc quoi que l'Europe politique n'en fait pas assez pour déconstruire tout ce qui est préjugé ? Ou alors il faut avoir un lobbying afropéen qui mène le combat ? Parce que Leonora Amiano estimait qu'il fallait un lobbying afropéen très fort pour pouvoir mener justement ce dialogue ou alors ce discours auprès de l'Europe politique. Moi, je ne sais pas trop encore. Je sais que j'avais interviewé Olivier Bézéra, qui est un poète belgo-centrafricain, et qui avait parlé de ça, de comment les Afropéens doivent s'organiser en tant qu'Afropéens pour faire entendre leur voix à l'Union européenne. Moi, bon, si ça se fait, ça se fait. Moi, c'est pas... Je sais pas. Moi, c'est à mon petit niveau que j'essaie de faire changer les choses. Ben, moi, je dirais que je me positionnerais en tant que noire, en fait, politiquement, pas en tant qu'afropéenne, je dirais. Et de prendre la question panafricaine à bras-le-corps, quoi, en faisant le lien entre les personnes noires en Europe, mais aussi dans les Caraïbes et en Afrique. Moi, c'est plus ça, politiquement, sur lequel je pourrais me positionner. Ouais. Voilà. Voilà, le terme noir, le terme africain, il me semble que ce sont des termes qui ne sont pas du tout précis, qui ne veulent rien dire. Tu peux pas créer un lobbying noir, un lobbying africain. Alors ça peut-être faire sens aux États-Unis compte tenu de l'histoire, mais dans un contexte français, quelle communauté tu peux créer entre un musulman sahélien qui excise les femmes et un bantou animiste qui a une toute autre conception de relation homme-femme. Oui, mais dans le contexte encore occidental... Je pense que ça marche pas. Tu vois, c'est que... Attends, je termine, c'est que... N'oublions pas que le continent africain est un continent de diversité linguistique, diversité de religion, diversité génétique et diversité historique. L'Afrique du Nord est tournée vers la Méditerranée, le Moyen-Orient. L'Afrique centrale est en contact avec le Portugal,
et la France depuis le XVIe siècle, et ainsi de suite. Il n'y a pas je pense que c'est vraiment une construction mentale de considérer que l'Africain existe ou que le Noir existe. Ça existe peut-être dans le regard de Skinhead, dans le regard de gardien de la paix, mais en soi, ça n'existe pas. Ça existe socialement, ça existe, c'est des constructions sociales en fait, et dans le contexte occidental, ça a du sens de se rassembler en tant que noir, parce qu'en fait il y a le paradoxe minoritaire de se dire, le paradoxe minoritaire c'est, comme disait Kauta Archi, c'est que pour ne plus être défini en tant que, je dois me battre en tant que. C'est-à-dire, pour ne plus être défini en tant que noir, je dois me définir en tant que noir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quelle histoire? Et quand je me définis en tant que noir, c'est qu'en face aussi, ça interroge le pouvoir dominant qui a décidé que j'étais noir. Être noir n'est pas indépendant de être blanc, par exemple, et être blanche. Ça peut pas, ça s'est pas créé de toute pièce tout seul comme ça. Et donc, ça interroge en fait comment on est tous marqués par une vision racialisée de la société et du monde, en fait. On a beau... et il faut le reconnaître pour le déconstruire. Et pas se dire que, de fait, on est dans une société, dans un monde où ça n'existe pas. Et ça existe. Et même juste le mot métis, en fait. Le mot métis montre, en fait, comment... on vit dans un monde racialisé. Pourquoi on a besoin de dire qu'un tel est métis? Parce qu'il aurait un parent blanc et noir, ou blanc et asiatique, ou blanc, voilà. Mais ça montre en fait comment on continue de racialiser en fait, en disant le mot métis par exemple. Et c'est paradoxal puisque par le mot métis, on pense que le vivre ensemble pourra se faire par le métissage et tout. Mais en fait, le mot métis déjà montre comment voilà. Je pense que c'est vrai que l'Afrique est un continent extrêmement divers. C'est vrai. Je veux dire, moi, je suis originaire du Cameroun. Rien qu'au Cameroun, il y a 283 langues. Donc, évidemment, je pense que toute construction de ce type, c'est une construction, justement. Et je pense que c'est intéressant justement de montrer que l'Europe, c'était la même chose. Et d'ailleurs, ça a toujours c'est prompt à rejet. On voit bien avec le Brexit. L'Europe, c'est pareil. C'est un continent de 300 millions d'habitants qui ont pas la même. Beaucoup n'ont pas la même religion, beaucoup n'ont pas la même histoire, etc. Et pourtant, il y a cette utopie qui existe construire des ponts entre les peuples malgré leurs différences. Finalement, et c'est pour ça que je me dis, oui, c'est vrai que le mot noir, le mot africain, c'est des choses qui sont qui ont été peut-être effectivement inventées dans la douleur, puisque c'est inventé dans la rencontre violente entre l'Europe et certains pays européens et le continent. Mais dans la mesure où je suis dans un espace qui reconnaît l'Europe comme cette utopie, même si je trouve qu'elle est pas du tout réalisée. On est dans une Europe néolibérale qui n'est pas une Europe des peuples, etc., etc. Mais bon, on est quand même traversé par cette utopie. Je me dis, pourquoi pas continuer l'utopie? Pourquoi pas? C'est pas des choses qui sont, bien sûr, c'est pas des choses qui vont de soi. C'est pas des choses qui sont innées. C'est pas des choses qui sont entre guillemets naturelles. Mais toute construction identitaire d'unité est une utopie à la base. Même, je veux dire, on parle de l'Afrique. Même la France, la construction de l'identité nationale française, c'est quand même une construction dans la douleur. Mais même la France, en soi, ça avait pas de sens. Il y a peut-être 3 ou 4 siècles. Non, j'exagère, peut-être 5 siècles. Non, mais voilà, je veux dire, avant, voilà, il y a eu une construction, en fait, qui a été faite. Et maintenant, ça prend sens pour des gens. Parfois, malheureusement, ça prend sens c'est plus une vision excluante de ce que représente la France. Mais maintenant, ça prend sens. Donc... Oui, mais je pense que donc c'est important que l'utopie se construise sur des bases qui permettent de la construire. Mais si tu prends la couleur de peau, alors on peut
peut être solidaire sur la couleur de peau le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Déjà, le vendredi, il y en a qui vont là à la mosquée. Et alors ? Attends. Donc c'est important de vérifier si, si l'identité ou l'appartenance religieuse n'est pas plus forte que l'appartenance de couleur de peau. Et si ce serait le cas, ta construction, le vendredi, elle est finie, d'autant que le samedi, les falachas vont à la synagogue, et le dimanche, les chrétiens vont aller à l'église et au temple. Donc, ta construction de l'utopie qui se faisait sur la couleur de peau, elle ne tient que 4 jours par semaine, sans compter que chaque soir, les uns rentrent dans des quartiers fondamentalement différents. Donc, ça fait une utopie qui, à la base, ne tient pas, parce que je pense, alors je me trompe peut-être, mais je pense que l'appartenance religieuse, en termes d'identification, est beaucoup plus forte que l'appartenance de couleur de peau. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, s'il y a 4 jours, il y a de l'unité, j'ai envie de te dire, bon, déjà, on a déjà, il y a déjà un progrès, déjà, pour commencer. Deuxièmement, je pense que, en fait, tout est construction. Et oui, je suis d'accord avec toi, quand tu pointes les failles de la construction sur la base de la couleur de peau, je ne vais pas te faire comme si tu n'avais pas tort. Effectivement, il y a des failles. Mais il y a des failles dans toutes les constructions identitaires. Et ce qui me pose question, c'est pourquoi spécifiquement la construction, toutes les constructions sont branque-ballantes. Pourquoi spécifiquement la construction sur la base du, entre guillemets, phénotype, alors que pour moi, c'est pas une construction sur la base du phénotype, c'est la construction sur la base d'un vécu, d'une discrimination parce qu'on est noir. À la fin de la discrimination, peut-être qu'effectivement, ça aura plus de sens de se dire noir ou de se représenter dans cette utopie-là. Comme disais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et ça me pose question de se dire ah non mais ça c'est pas possible parce qu'il y a d'autres constructions alors que les autres constructions sont aussi branque-ballantes. C'est ça que je veux dire. Et je pense que les personnes qui sont d'une confession différente... Excusez-moi, c'est quoi le juste milieu finalement ? Je vais juste finir. Les personnes qui sont d'une construction même religieuse, surtout je pense en Afrique, elles sont aussi traversées par d'autres identités. Des identités en termes de peuple, en termes de pratiques religieuses. Et donc, je veux dire, si on va par là, toutes les constructions sont faillibles parce que on n'est pas juste... Même au sein de, je pense, de l'islam, il y a plein de différences. Donc, on n'est pas juste telle chose. Et j'entends ce que tu dis. Il n'empêche que moi, je suis convaincue que pour qu'on n'ait plus à se dire noir, il va falloir qu'on se batte sur la base d'un constat qui est que on est défini en tant que noir en France, en tout cas en Europe. Voilà. Donc, j'ai hâte de ne plus avoir besoin de dire ça. Mais par contre, faire comme si là maintenant j'avais pas besoin de dire ça parce que je ferme mes yeux à ce qui fait partie quand même qui peut expliquer certaines interactions que je peux avoir. Bah non. Mais j'ai hâte d'être dans ce monde-là en fait. J'ai hâte d'être dans ce monde où j'ai pas à me poser ces questions-là. Et on rigolerait même, on en parlait une fois, on rigolerait même peut-être des siècles après, on dirait ah putain ces gens-là ils se définissaient comme noirs, comme blancs. Ah c'est marrant. Ah ouais c'est fou. Ah c'est un peu absurde et c'est absurde oui. Mais cette absurdité-là a des conséquences matérielles, concrètes sur nos corps, nos psychés. Et on est obligé d'en parler. Alors, oui. on n'a plus beaucoup de temps pour les 15 dernières minutes. On essaiera de prendre quelques questions, mais je vous propose qu'on fasse un tout petit peu un résumé de tout ce qu'on a dit. Afropéens, il faut comprendre, Kémis, que vous allez continuer justement à vous battre pour que vos deux cultures, que les gens comprennent que c'est vous, vous n'avez pas à choisir. Oui, tout à fait. C'est vrai, j'ai juste pas à choisir et finalement, pourquoi on me demande de choisir en fait finalement ? Pourquoi on me demande de choisir ? Donc oui, je vais continuer là-dedans. En fait, je vais surtout continuer à essayer de me dire d'abolir en fait la question du racisme et du sexisme, etc. En fait, comme ça, on pourra juste avoir une conversation sur d'autres choses.
C'est ça en fait le but. C'est pas juste de dire bah je me reconnais là-dedans en fait, parce que l'objectif final c'est ça. C'est ça l'objectif final, c'est de dire bon bah mes arrière-petits-enfants ils me diront ah ouais vous avez dû faire ça, bah dis donc ça a aucun sens pour moi. C'est ça le but, c'est ça le rêve. Oui. Et je peux poser même la question de qui demande de choisir et pourquoi une personne de culture franco-britannique, on lui demandera rarement de choisir aussi. C'est comment aussi, il y a la question, oui, le racisme qui fait que on doit choisir entre nos origines et puis le fait qu'on soit né ici en fait, et de s'assimiler, voilà. Mais s'assimiler à quoi? Parce que moi je suis née ici. Donc, et pourquoi? Et voilà, bon, ça pose des questions. Voilà, ces questions-là. Il faut juste être soi, parce que vous estimez qu'il ne faut pas penser que le noir, enfin, on a compris un tout petit votre argumentaire autour de ça. Comment on vit en Europe? Être juste soi, accepter les injustices, par exemple. Comment vous Non, il faut jamais accepter les injustices, quelles qu'elles soient. Mais alors, c'est marrant cette question du choix, parce que c'était au centre de mon premier roman. Voilà, toutes ces questions à la con. Je reviendrai sur le on, qu'on nous pose. Et voilà, en tout cas, la réponse que j'apporte dans mon premier roman, c'est qu'il ne faut même pas considérer ce genre de questions. Voilà, c'est une question qui ne fait pas sens, donc je ne m'y intéresse plus. Voilà. Ensuite, je suis très content, puisque ça j'ai de résumer un peu, voilà, ce que j'ai entendu sur l'afropéenne, enfin, oui, ça m'intéresse, voilà, et je veux pas qu'on pense que je suis contre ça. C'est quelque chose que je découvre, voilà, et puis voilà, le texte était beau, voilà, non, pas parce qu'au final c'est ça aussi qui est important. Voilà, enfin, quand je dis beau, c'est qu'il me touche. Voilà. Et mais mon utopie, c'est justement qu'on réfléchisse tous ensemble sur des supports d'identité qui rassemblent le plus largement possible. Et je pense que ça n'est pas simple, mais je pense que nous méritons tous d'avoir cette ambition. Voilà. Mesdames et messieurs, je pense qu'on a un tout petit peu fait le tour. Récit afropéen, une autre histoire de l'Europe. Je ne sais pas si il y aurait des interventions. Alors juste, je poursuivrai. Voilà, si on a une espèce de recul historique, on comprend vite que, par exemple, l'Empire romain était un espace commun qui allait d'Afrique du Nord jusqu'à l'Écosse, et il n'y a pas de problématique de phénotype. L'Égypte antique, pareil, il y avait des phénotypes différents, ça n'est jamais questionné. Il n'y a que les égyptologues du 19e siècle qui ont masqué toutes les allusions visuelles à la diversité en Égypte. Et tout ça, ce sont des très bonnes nouvelles. C'est qu'au final, depuis 200, 300 ans, nous avons fait un recul dans la pensée. Hein, c'est que les crispations sur les couleurs de peau, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Et donc, je termine, donc ça vaut la peine peut-être de nous décrisper. Mais je pense que pour se décrisper, en fait, c'est vrai que je comprends vraiment pourquoi on dit ça, même si l'Empire romain, bon, ça me pose question comme, enfin, j'aurais peut-être des choses à dire sur l'Empire romain, parce que l'Empire romain a quand même, enfin, je perds mes mots, mais enfin, il y a eu quand même une domination romaine, ne serait-ce que, enfin, sans parler des Noirs, mais, enfin, sans parler des Noirs entre guillemets, mais, enfin, même au sein de l'Empire romain, il y avait des catégorisations, tout le monde n'avait pas les mêmes droits, et même si on parle pas du tout de phénotype, enfin, j'apprends rien à Wilfried, je pense, enfin, il y a quand même eu l'écrasement d'identité régionale, type Gaule, type machin, au profit d'une construction impériale. Mais au-delà de ça, c'est vrai, c'est bien de reculer, de se dire ça, c'est tellement bien. Mais en même temps, je me dis, pour réarriver à ce moment-là, le problème, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas que ce qu'on vit actuellement, c'est la suite
de ce qui s'est passé il y a 200-300 ans. Il commence à imprégner nos imaginaires, les réflexions intellectuelles. C'est-à-dire quoi, l'histoire commune avec l'esclavage, la colonisation? Mais il y a beaucoup de gens. Enfin, moi, on m'a dit que l'esclavage, c'était qu'aux États-Unis. Des gens qui étaient quand même, bon, alors ça veut rien dire, mais je veux dire, qui étaient en fac. D'histoire. Il y a cette histoire-là qui n'est pas connue. Donc du coup, comment on peut et en plus, je pense que c'est important aussi de parler du contexte actuel. On est aussi dans un contexte de crispation énorme en Europe, avec une montée des extrêmes droites qui est quand même franchement terrifiante. Donc bon, voilà, il y a aussi ça, mais au-delà de ça, il y a tout un discours sur la repentance, tout un discours sur mais la colonisation c'était il y a longtemps. Enfin la colonisation, ma grand-mère elle est née avant la fin de la colonisation, hein. Tout ça, donc moi je comprends, je suis même plutôt d'accord de dire que j'aimerais être dans un espace où il faut décrisper, mais la plupart du temps, je pense que le grand public ne connaît même pas ces histoires-là, et donc du coup souvent c'est un peu le syndrome de la personne qui montre les problèmes, c'est elle qui crée les problèmes. Non, les problèmes étaient déjà là. Malheureusement, ça tombe plus sur nous. Et puis ensuite, on nous dit ah mais non, mais vous êtes crispés sur des trucs. Mais non, mais c'est juste l'histoire en fait de ton pays que tu connais même pas. Donc bon. Et donc du coup, souvent, on se retrouve dans une situation où, voilà, encore l'afropéenne qui fait du bruit, j'imagine. Mais comme du coup, on montre ces situations-là, après, je pense que ça change, ça évolue. Il y a des profs qui font des efforts. Hein, je vais quand même le reconnaître. Et il y a aussi, grâce aux médias alternatifs, il y a une grande diffusion des histoires, d'une histoire plus complète. Mais il y a une méconnaissance de cette crispation. Moi, si je dis je suis sûre que je demande à des gens, est-ce que vous connaissez l'histoire du Cameroun, l'histoire de la décolonisation du Cameroun, mais ils vont se dire, mais de quoi tu me parles? Je croyais que la décolonisation en Afrique noire c'était pacifique et qu'on avait eu juste un problème en Algérie. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que surtout que la décolonisation n'est pas finie en fait. Oui, on parle de passé colonial, mais oui, mais c'est vrai. Mais on devrait parler de présent colonial en fait. Comment la colonialité du pouvoir continue encore à. On parle de néocolonialisme aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de néocolonialisme. Ouais, c'est encore un autre grand débat. mais ouais. Moi, j'ai hâte d'être décrispée parce que moi, je suis quelqu'un de très joyeux qui, au-delà de ça, en dehors de ça, qui aime juste profiter de la vie et qui vit ces questions-là avec, comme beaucoup de gens, je pense, avec beaucoup de. Maintenant, ça s'est apaisé, mais beaucoup de colère, de me dire, mais pourquoi en fait, on me met dans la situation où je dois m'inquiéter de ça? Parce que la réalité, c'est que je pense, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de personnes noires et beaucoup de personnes noires qui sont militantes sur ces questions, elles aimeraient faire autre chose de leur vie. Tant de temps perdu, franchement, tant de poèmes pas écrits parce que j'étais en colère, parce que le racisme et le sexisme. Très bien. Je pense qu'on a fait le vous tour, pas de questions. Ah si, quand même. Oui, il y avait une remarque sur l'Empire romain tout à l'heure. Et je pense que ce qui est important de dire, c'est pourquoi la blanchité a été créée et dans quel but, et dans quel but matériel et économique. Parce que justement, oui, les Romains, ils étaient sûrement pas tous blancs. Il y a même des empereurs qui étaient clairement pas blancs du tout. Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? Pourquoi on a créé la race? Pourquoi on a racialisé les Noirs? Et pourquoi aujourd'hui on en est à se poser ce type de questions? Je pense oui, il y a vraiment un angle au sens matérialiste de savoir à qui et à quoi ça sert la racialisation de certains groupes. Et ça, c'est pas que dans un monde à majorité
blanches ou de personnes blanches, mais c'est aussi dans un monde où il y a ce qu'on appelle, ça se passe aussi au Japon, ça se passe aussi en Inde, le système des castes, etc. Donc vraiment savoir, par rapport à la racialisation, mettre au centre l'intérêt économique. Et je pense que ça peut, voilà, c'est ça ma remarque. Voilà. Une réaction par rapport à ce qu'il vient de dire ou... Oui, en tout cas, on peut pas, quand on parle d'expérience noire, c'est impossible de ne pas parler de la blanchité, au fait. Comment aussi la blanchité se repose sur l'infériorisation d'êtres humains, en fait. Comment elle s'est reposée en fait dessus. Comment elle s'est reposée sur la racialisation, sur le pouvoir économique notamment, et ça continue encore. Et donc, ouais, c'est un régime de pouvoir, en fait. La blanchité, on peut dire, c'est un système de domination. Et voilà. Qu'est-ce que... J'ai l'impression que la question, c'est sur plus... je pense que la question, c'est plus sur la question de... Je prends un exemple simple, hein, j'en parlais tout à l'heure. Quand on est discriminé à l'embauche, qu'est-ce qui se passe? On a moins de ressources. La personne qui est avantagée parce qu'elle n'est pas noire, donc avantagée parce qu'elle est blanche, elle a plus de ressources. C'est ça en fait la finalité. Puisque si tu as plus de mal à trouver du boulot, tu as plus du mal à accumuler finalement des ressources. Et je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, même si c'est un exemple qui est quand même... Oui, c'est ça. En fait, si j'ai bien compris, ce que tu veux dire, c'est que la racialisation, c'est une stratégie d'accaparement des ressources matérielles. Merci. Pourquoi la racialisation a été créée et pourquoi, oui, il y a eu la traite transatlantique et comment elle a été justifiée et quel a été les gains, par exemple pour les États-Unis, pour lesquels ils continuent à jouir de ces fruits-là de façon matérielle, ou même d'autres anciennes puissances coloniales. Je sais que par exemple la Suède, elle a touché de l'argent pour avoir cédé la Guadeloupe à la France, etc. Donc vraiment par rapport au diagnostic, et si on veut créer des synergies entre les communautés au sein des Noirs, mais aussi des communautés maghrébines, etc. Faut vraiment penser au fait que la racialisation c'est quelque chose de matériel, et puis aussi comment on devient blanc. Pourquoi les Arméniens ils sont devenus blancs? Pourquoi les Libanais maronites ils sont devenus blancs? Après, je pense que ça dépend des contextes aussi. Parce que comme la négritude, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que j'en sais rien. Je m'y connais pas, donc je vais pas me prononcer là-dessus, mais est-ce que les Arméniens sont blancs dans tous les contextes? C'est pas est-ce qu'ils sont blancs, c'est parce que là, blanc, ça veut dire est-ce qu'ils ont le pouvoir, en fait. Exactement. Par exemple, dans le contexte franco-français ou dans le contexte américain, les Arméniens sont blancs. Par contre, en Turquie, effectivement, ils sont pas blancs. Tu vois. Et puis après, je pense que juste pour revenir à la question des récits afropéens, je trouve que c'est intéressant de parler de la question de reprendre en fait l'angle des discriminations et comment ça impacte en fait aussi notre capacité à
à pouvoir prononcer nos récits, si vous me permettez, enfin, je pense. Voilà. Je pense que c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est la question de la discrimination, c'est aussi... en fait, c'est aussi... La question de la discrimination, c'est la question de la marginalisation économique. Et donc ça permet pas, en fait, enfin, ça rend énorme, enfin, ça rend vraiment beaucoup plus difficile, en fait, la mise en valeur de ces récits afropéens. Je pense que c'est important de le rappeler. Et c'est pour ça qu'on a des plateformes qui sont très bien d'ailleurs, comme celle que tu fais, Marie-Julie, etc. Mais au final, on est obligé de passer par des espaces marginaux aussi parce que on a été, la discrimination organise en fait l'impossibilité d'avoir accès à des ressources plus larges. Après, bon, voilà, on est invité là, donc c'est bien, mais tu vois, enfin, je sais pas si ça fait sens ce que je dis, quoi. Je pense que c'est important de le dire aussi dans ce qu'on parle, quand on parle des récits afropéens. C'est une histoire. Les récits afropéens, c'est une histoire qui est marginalisée sciemment parce que enfin, c'est pas juste marginalisé, elle n'est pas marginalisée par hasard en fait, elle est exclue parce qu'on n'a pas accès à ces ressources-là, quoi. Exactement. Ouais. Très bien. Et, je pense que... Pardon, j'ai pas entendu. Deuxième intervention? Non, pas. Bon, merci. Moi, c'est juste une remarque. En fait, tout à l'heure, vous avez parlé de Black Lives Matter. Moi, je pense qu'il y a une majorité de la population mondiale qui s'est reconnue à travers cette action et par rapport à sa signification de représenter les minorités en général. Et donc, c'est devenu vraiment un symbole. Et comme Martin Luther King, tout un tas d'autres exemples. Donc, je voulais juste faire ce remarque-là pour dire que finalement, le sujet des discriminations, ça commence à travers peut-être des histoires de peau, mais ça se défile dans d'autres domaines de la société. Et c'était quand même pour moi un exemple assez positif d'évolution. Voilà, c'était juste un petit remarque comme ça. Et aussi, concernant le métissage, pour moi, c'est quand même une richesse absolue de pouvoir s'identifier en tant qu'Afro-Européen. C'est une double culture, c'est quelque chose de très positif. Et ce qui manque un peu, peut-être, c'est un peu d'encourager les jeunes d'aujourd'hui, à travers l'éducation, de s'exprimer plus, de s'inspirer par des personnes comme vous, pour se sentir légitime, en fait, d'aller au-delà et de ne plus justement avoir une distinction des races ou des couleurs, mais à travers son esprit et son expression. Voilà, c'était juste une remarque comme ça. Merci beaucoup et c'est avec votre... Non, c'est avec votre intervention qu'on va mettre fin à ce débat. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Kémis, merci Marie-Julie, merci Wilfried. Merci.